comment peut-on définir la violence à caractère sexuel? Quelle forme prend-elle? Quelles en sont les définitions juridiques et les recours prévus par la loi? Quel est à cet égard le portrait des universités québécoises? Les médias exagèrent-ils le nombre et la gravité de ces cas? Les agressions sont-elles limitées aux initiations, aux joutes sportives, aux beuveries de fin de semaine? Et surtout, quelles sont les pistes de solutions, les initiatives à mettre en place, celles qui ont fait leurs preuves ailleurs et permis de réduire ces comportements indésirables et parfois criminels? Alors, nous entendrons 4 interventions de 15 minutes environ, suivies d'une période d'échange avec vous. Je vous inviterai alors à vous présenter aux 2 micros de la salle, donc dans les marches, à vous identifier et à y aller de vos commentaires et de vos questions. Alors, dans l'ordre, nous entendrons Louise Langevin, professeure titulaire à la faculté de droit de l'Université Laval. Ensuite, Sandrine Ritchie, sociologue et chargée de cours à l'Université du Québec à Montréal. Puis Sylvie Parent, professeure agrégée au département d'éducation physique de la Faculté des sciences de l'éducation ici. Et enfin, Josée Laprade, directrice du Centre de prévention et d'intervention en matière de harcèlement de l'Université Laval. Alors, bonjour à vous 4. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation donc de la chaire de l'Allier. Alors, je vous présente un peu plus longuement Louise Langevin, puisque c'est vous qu'on va entendre tout d'abord. Alors, je l'ai dit, vous êtes professeure titulaire à la Faculté de droit de Laval depuis 1991. De 2006 à 2009, vous avez été titulaire de la chaire d'études Claire Bonenfant sur la condition des femmes de l'université. Membre du barreau depuis assez longtemps, vous avez reçu du barreau le mérite Christine Tourigny en 2010 pour votre engagement social et votre apport à l'avancement des femmes dans la profession du droit. Co-rédactrice de la revue Femmes et droits pendant quelques années, vous dirigez maintenant les Cahiers du droit. Vous travaillez avec plusieurs groupes de femmes au Québec. Vos champs de recherche et d'enseignement portent entre autres sur les théories féministes du droit et sur les droits fondamentaux. En 2012, vous avez publié L'indemnisation des victimes de violences sexuelles et conjugales aux éditions Blais, qui a mérité un prix d'ailleurs. Et vous avez travaillé depuis quelques années sur le consentement des femmes en matière contractuelle, sur les contrats de maternité de substitution, ainsi que sur la question de la traite des femmes. Et présentement, vous travaillez sur ce que vous appelez les tribunaux intégrés, c'est ce qu'on appelle comme ça, Domestic Violence Courts, et l'autonomie de reproduction. J'aimerais revenir sur des réflexions de base en matière de violence faite aux femmes. Ma première acétate nous rappelle que la violence faite aux femmes est une violation des droits fondamentaux. La violence faite aux femmes est un phénomène mondial, c'est-à-dire que ça touche toutes les femmes de toutes les cultures, de toutes les époques, de tous les milieux. Que la violence soit exercée par l'État, qu'elle soit exercée par des citoyens dans la sphère publique ou dans la sphère privée. Cette violence, elle est banalisée, elle est acceptée et elle est systémique. La violence faite aux femmes n'est pas un nouveau phénomène. Ce qui est nouveau, c'est sa dénonciation, les recherches et les interventions pour l'enrayer. J'aimerais vous rappeler qu'en 1970, dans les recommandations du rapport sur la Commission royale d'enquête sur la situation des femmes au Canada, il n'y avait aucune recommandation qui portait sur la violence faite aux femmes. La violence faite aux femmes existait en 1970, évidemment, mais ce n'était pas un enjeu à l'époque, ou en tout cas, ce n'était pas sur le radar. En 1982, le viol marital est devenu une infraction criminelle au Canada. 1985, au Québec, c'est la première politique en matière de violence faite aux femmes. Et 1985, c'est aussi la première année où des refuges pour femmes violentées sont financés par l'État, 1985. La première étude de Statistique Canada sur la violence faite aux femmes date de 1993. Donc, les études sont récentes et le mouvement féministe a joué un rôle majeur dans la prise de conscience de la prévalence du phénomène et dans la dénonciation de la violence faite aux femmes. Donc, c'est un phénomène mondial, mais c'est aussi un phénomène genré. Les femmes sont victimes de violences parce qu'elles sont des femmes.
Elles sont victimes de violences en raison de leur position sociale, historique, économique dans une société patriarcale. La violence faite aux femmes, elle est genrée, elle est particulière, elle est de nature sexuelle, habituellement. Elle a lieu dans la sphère publique, mais surtout dans la sphère privée, c'est-à-dire que les victimes connaissent la plupart du temps leurs agresseurs. Ça veut donc dire que les interventions doivent être adaptées selon les besoins des femmes. La violence faite aux femmes coûte cher à l'État, pas parce que l'État devrait intervenir parce que ça coûte cher, mais je pense que l'État va intervenir parce que ça coûte trop cher, même s'il s'agit d'une violation des droits fondamentaux. À l'écran, je vous rapporte des statistiques sur la violence conjugale. La plupart du temps, la violence conjugale, elle est aussi sexuelle, mais il y a des violences sexuelles qui ne sont pas conjugales. Mais ça représente 220 $ par année par citoyen canadien. Et c'est une dépense récurrente. Ces frais représentent les coûts de santé, les coûts dans le système de justice et le système d'incarcération. Donc, ça m'amène à la question des violences sexuelles. Les groupes de femmes, les groupes de plaignantes, ont beaucoup critiqué le système de justice criminelle. Un système qui ne les écoute pas, un système qui n'est pas adapté à leur réalité. Pourquoi? Pourquoi le système de justice ne s'adapte-t-il pas? On a même dit que le système de justice lui-même faisait violence aux plaignantes. Oui, il y a des progrès qui ont été réalisés. Par exemple, on n'exige plus que la plainte déposée par les plaignantes soit spontanée. L'avocat de l'accusé ne peut pas fouiller dans le passé sexuel de la plaignante lorsque l'objectif est de mettre à l'avant-scène ses comportements sexuels pour porter atteinte à sa crédibilité. La victime n'a pas à s'être débattue pour se sauver de son agresseur. La preuve de blessure physique n'est pas nécessaire. Donc, au cours des années, il y a eu des progrès. On a modifié le code criminel pour effacer les stéréotypes à l'égard des femmes, à l'égard de leur comportement sexuel. Mais pourquoi l'infraction d'agression sexuelle est-elle si différente des autres infractions? Je voudrais d'abord rappeler que le système de justice criminelle est un système contradictoire. Il y a un gagnant, il y a un perdant. Le juge doit être convaincu hors de tout doute raisonnable, ce qui est à un niveau de preuve très élevé. Il faut aussi souligner le rôle limité de la victime, de la plaignante. La plaignante n'est pas là pour raconter son histoire. Elle répondra aux questions qui lui seront posées. Donc, ce n'est pas elle qui dirige le procès. Et ce qui peut lui laisser entendre qu'elle n'a pas les mêmes droits que l'accusé. Donc, pourquoi a-t-on l'impression que l'infraction d'agression sexuelle est si différente? D'abord, la nature genrée de la violence, on l'a bien dit, ce sont surtout des femmes et des enfants qui sont victimes. Ensuite, la position de faiblesse de la plaignante. Elle doit faire face à l'agresseur qu'elle connaissait peut-être avant l'agression. On le sait, les infractions d'agression sexuelle sont peu rapportées. Lorsqu'elles sont rapportées, il y a peu d'accusations. Et lorsqu'il y a des accusations, il y a peu de condamnations. Et lorsqu'il y a une condamnation, en appel, le taux de, si je peux dire, de renversement de la condamnation est le plus élevé pour les infractions d'agression sexuelle. Un autre point, le comportement des avocats de la défense. Les avocats de la défense ont un devoir de loyauté vis-à-vis de leurs clients. Le client a droit à une défense pleine et entière. C'est une défense qui est protégée, reconnue dans la Constitution. Donc, l'avocat de la défense va faire tout ce qui est dans son pouvoir pour
défendre son client pour protéger sa présomption d'innocence. Il y a donc ici une tension. D'un côté, vous avez l'avocat de la défense qui doit loyauté à son client, qui jouit de la présomption d'innocence et qui jouit de cette défense pleine et entière. Et en même temps, ce même avocat doit aussi respecter la jurisprudence. Je pense à l'affaire Iwanchuk de la Cour suprême du Canada, où on a dit on ne doit pas fouiller dans le passé sexuel de la plaignante. On ne doit pas essayer de la discréditer parce que la plainte n'a pas été spontanée, parce qu'elle était habillée de telle façon, parce qu'elle a eu tel comportement. Donc, d'un côté, il doit protéger son client et en même temps, il doit respecter ce que la Cour suprême et le Code criminel ont mis en place contre les stéréotypes. Donc, vous voyez cette tension. Lors des interrogatoires et des contre-interrogatoires, on dit souvent que le rôle de l'avocat de la défense, c'est d'assommer, whacking en anglais, d'assommer la plaignante pour que la plaignante décide de ne plus revenir le lendemain témoigner, pour porter atteinte à sa réputation, pour l'humilier, pour décourager d'autres victimes. Ça peut expliquer pourquoi le traitement criminel des agressions sexuelles est si différent. Et ça soulève la question du comportement éthique des avocats de la défense. Avant de terminer, je voudrais parler un peu de la présomption d'innocence. La présomption d'innocence est protégée dans la Charte canadienne. C'est un principe de justice fondamentale. L'accusé a droit à une défense pleine et entière. Comme le dit un principe en droit criminel, il vaut mieux laisser s'échapper 10 personnes coupables que de voir une seule personne innocente injustement emprisonnée. Et comme on nous l'a répété au cours des derniers jours, lorsqu'un accusé est acquitté, on ne doit pas supposer que la plaignante a nécessairement menti. Je voudrais vous rappeler que dans l'affaire Ghomeshi, l'accusé n'a pas témoigné, il n'a pas pu être contre-interrogé par l'avocat de la couronne. Il avait le droit de se taire. Vous vous souviendrez que les plaignantes ont donné des entrevues aux médias et que l'avocate de Ghomeshi a trouvé des contradictions entre les entrevues aux médias et les dépositions à la police. Et ça a été suffisant pour porter atteinte à la crédibilité des plaignantes. On voit ici que la plaignante doit toujours donner la même version des faits, au risque de ne pas être crue. De plus, les plaignantes se sont contactées et ont échangé des dizaines de courriels entre elles, ce qu'elles n'auraient pas dû faire parce que le tribunal a vu là de la collusion. Solution? Un meilleur accompagnement, certainement des victimes. On pourrait penser à un tribunal spécialisé en matière d'agression sexuelle. Il faudrait aussi réfléchir au comportement des avocats de la défense. Ont-ils un comportement éthique? Je voudrais rappeler l'histoire des Garneau Sisterhood. Ceci se passait en 2008-2009 à Edmonton. Dans le quartier adjacent à l'université d'Edmonton, il y avait eu des viols en série. Le violeur procédait toujours de la même façon, en entrant par une fenêtre. Et donc, les policiers n'ont pas voulu alerter les femmes dans le quartier parce qu'ils voulaient attraper le violeur. Et donc, à un moment donné, ils ont fini par attraper le violeur. Et c'est à ce moment-là que les policiers ont dit aux jeunes femmes de ne pas sortir le soir dans le quartier, de bien verrouiller leurs fenêtres, de bien verrouiller leurs portes. Et un groupe de femmes du quartier, le quartier s'appelle Garneau. Donc, elles se sont elles-mêmes appelées les Garneau Sisterhood, ont décidé d'entreprendre une campagne de publicité en mettant des affiches comme vous voyez ici. Et les affiches disaient « Men, there is a rapist in the neighborhood. Don't get out at night. » Donc, au lieu que ce soit les femmes à qui on dit « Ne sortez pas le soir, barrez vos portes, barrez vos fenêtres »,
Ce groupe de jeunes femmes a dit aux hommes, attention, ne sortez pas le soir, on vous a à l'œil, c'est dangereux dehors. Ici, on dit, any info on the sexual assault, et là, avec une adresse courriel. Aux chers violeurs, on vous surveille. Évidemment, les policiers n'étaient pas très contents de cette façon dont ce groupe de femmes a pris en main la situation, ce vigilantisme. Je termine sur cette histoire des Garneau Sisterhood, parce que ça a été une façon différente de prendre en main la situation. Et peut-être que la solution n'est pas seulement et uniquement dans le système de justice, mais elle est certainement ailleurs, dans le changement des mentalités. Merci. Merci beaucoup, Louise Langevin. Alors, nous allons maintenant entendre Mme Sandrine Ritchie. Elle est sociologue, chargée de cours à l'Université du Québec à Montréal, coordonnatrice du Réseau québécois en études féministes depuis sa fondation en 2011. Elle fait actuellement partie de l'équipe SIMU qui s'intéresse aux violences à caractère sexuel en milieu universitaire. Elle mène une recherche doctorale sur la notion de culture du viol. Elle a par ailleurs publié « Avant de tuer les femmes, vous devez les violer », rapport de sexe et génocide des Tutsis en 2014, donc sur la violence au Rwanda. Et en 2012, une étude intitulée « La traite des femmes à des fins d'exploitation sexuelle entre déni et invisibilité ». Plus récemment, elle a contribué à l'ouvrage collectif intitulé « Le sujet du féminisme est-il blanc? Femmes racisées et recherche féministe ». Donc, je vais vous présenter rapidement certains résultats d'une enquête qui est relativement en cours, en fait, sur les violences à caractère sexuel en milieu universitaire, l'enquête SIMU. Des résultats quantitatifs qui montrent que ces violences, elles affectent un nombre significatif de personnes, et ce, de manière fréquente et récurrente. Et par ailleurs, une enquête qui montre que plusieurs préjugés néfastes vis-à-vis des violences sexuelles sont incontestablement présents en milieu dans la communauté universitaire, ce qui devrait nous aiguiller par rapport à le travail d'intervention et de sensibilisation. Vous pourrez retrouver toutes ces informations-là, bien sûr, sur notre site web. Alors, je passe rapidement. Une équipe ancrée à l'UQAM, puisque c'est là que le projet a émergé, mais qui s'est déployé après dans 6 universités et qui regroupe donc une quinzaine de co-chercheurs. Un grand objectif donc pour cette recherche-action qui consistait à établir un portrait des situations de violence sexuelle en milieu universitaire que je vais je vais évoquer sous l'acronyme VSMU, ça ira plus vite. Et donc, plus précisément, on visait à documenter la fréquence des VSMU dans un échantillon de convenance, donc composé d'étudiantes, étudiants, enseignants, enseignantes, employés dans différentes universités québécoises. Donc ça, c'est un aspect novateur, je dirais, de notre enquête, c'est qu'on ne s'est pas seulement intéressé à la population étudiante, on s'est intéressé à toute personne qui travaillait ou étudiait en milieu universitaire. On voulait voir dans quel contexte se déroulaient ces violences, quels étaient les enjeux liés au dévoilement et à la dénonciation des VSMU, la perception aussi du soutien social reçu par les victimes de cette violence et aussi l'endossement de certaines croyances donc, concernant les violences sexuelles. Or donc, on voulait documenter l'ampleur de ces violences-là, tant autre aspect novateur de l'enquête, à l'intérieur qu'à l'extérieur des campus. Dès le départ, forte de notre connaissance de la problématique avant même le début de l'enquête, on savait qu'il fallait qu'on regarde ce qui se passait à l'extérieur des campus pour avoir une idée réelle du problème. Et entreprendre cette enquête avec comme horizon, comme projet d'en faire un moteur de sensibilisation pour la communauté, un outil de réflexion pour les politiques et les procédures institutionnelles. Pour des raisons pratiques, alors ça c'est vraiment important, pour des raisons pratiques d'accessibilité et de coût,
comme la plupart des recherches, on a opté pour un échantillon dit de convenance. C'est-à-dire que c'est un échantillon qui est non probabiliste, qui est non représentatif. En d'autres termes, parce que les résultats obtenus n'ont pas pu être pondérés, ils ne peuvent pas être généralisés à l'ensemble de la population étudiant ou travaillant à l'université. Et ils ne peuvent donc, ces résultats-là, s'appliquer qu'à l'échantillon des 9480 et quelques personnes qui ont répondu à notre questionnaire en ligne et donc qui travaillaient ou qui étudiaient à cette époque-là dans l'une des 6 universités québécoises francophones à l'étude. Donc une collecte de données qui s'est faite à l'hiver 2015. Et j'espère montrer que, au-delà de ces contraintes méthodologiques qui n'intéressent en général que les sceptiques, les résultats montrent la prévalence et non pas la prévalence, pardon, mais la fréquence et la répétition, le caractère répétitif de ces violences-là, et qui en font un problème social aigu. Je ne m'attarde pas du tout sur le cadre d'analyse. On souscrit à une perspective féministe du problème, donc en termes de rapport de pouvoir, etc. Le questionnaire que nous avons administré à l'hiver 2015 comportait une série de questions qui nous permettaient de viser un ensemble assez complet de variables. Donc c'est un questionnaire assez long à remplir quand on avait vécu de la violence surtout, mais il faut savoir que le questionnaire s'adressait à toute personne, donc il n'est pas obligatoire d'avoir vécu, un vécu de violence. On posait des questions aussi au regard par rapport aux témoins, par rapport aux confidences et en termes des croyances et du soutien désiré ou perçu. Donc, dans l'objectif de documenter les violences sexuelles en milieu universitaire et sans se limiter aux populations étudiantes, comme je le disais, l'équipe de recherche de l'enquête ESIMU a pris en compte toute une série de variables pour obtenir non seulement des données de fréquence, mais aussi des données importantes à propos du dévoilement, du non-dévoilement, donc du soutien perçu, des ressources d'aide, des actions de sensibilisation et de lutte à privilégier en milieu universitaire, sur lesquelles on reviendra probablement plus tard dans la période de discussion. En termes de participation au sondage, donc, on parle de 9284 personnes. Ici, vous voyez qu'il y a une forte proportion de femmes qui ont participé à ce genre d'enquête. C'est très habituel, en fait, de voir une surreprésentation des femmes comme participant à une enquête en ligne, et particulièrement quand ça concerne la violence à caractère sexuel, puisque parmi les croyances qui sont néfastes, eh bien, on peut considérer que le fait de penser que la violence est un problème de femmes fait en sorte que, bien souvent, les hommes ne s'efforceront pas de répondre à de tels questionnaires. On voit qu'il y a aussi beaucoup d'étudiantes et d'étudiants de premier cycle qui ont participé, donc à 46% d'entre elles et eux. Ensuite, les étudiantes et étudiants de deuxième et troisième cycle et les pourcentages qui concernent les employés, donc de tous les groupes. Et on a distingué les employés des enseignants-enseignantes. Les enseignantes et enseignants, des fois, ne se considèrent pas tout à fait comme des employés des universités pour des raisons qui leur appartiennent. Et comme c'est des statuts aussi différents au niveau syndical, bon, etc., on les a distingués. On a distingué les cadres. Qu'est-ce qu'on veut dire par violence à caractère sexuel? Bon, bien souvent, les gens qui sont extérieurs à ce champ d'études ou de militance s'émeuvent qu'on adopte des perspectives larges ou des définitions qui incluent différents types d'actes. Madame Langevin a évoqué l'évolution des lois et même des définition à cet égard. Nous, on a retenu cette échelle de mesure qui a été testée par des collègues et qui donc inclut trois grandes formes de violence à caractère sexuel qui ne disposent pas, bien sûr, de la question, mais à un moment donné, il faut faire des choix, et ce sont les choix qui ont été faits. Donc, on parle de harcèlement sexuel, une grande catégorie, pour qualifier des comportements verbaux ou non verbaux qui ne visent pas
la coopération sexuelle, mais se traduisent par des attitudes insultantes, hostiles et dégradantes. Deuxième catégorie, donc dites des comportements sexuels non désirés, des comportements verbaux et non verbaux encore là, qui sont offensants, qui sont non consensuels, non désirés, et qui vont inclure la tentative de viol et l'agression sexuelle. Et en fait, troisième catégorie, la coercition sexuelle, et les questions là de chantage en retour de considération, d'avantages liés à l'emploi ou au milieu scolaire. C'est une forme qui se retrouve en milieu universitaire, cette question du chantage. Donc ce sont les trois grands types qui recouvrent par rapport les formes de violence qui ont été rapportées et qui sont survenues donc, en milieu universitaire et qui sont donc le fait d'une personne affiliée à la même université que la victime. D'accord ? Alors, ce que les résultats montrent, je ne peux pas les commenter dans le détail, mais c'est que une personne sur trois qui a participé à notre enquête donc, a vécu une forme ou l'autre de violence à caractère sexuel commise par une autre personne affiliée à l'université depuis son arrivée à l'université. Alors, on a toujours regardé les chiffres, la situation depuis l'arrivée à l'université et la situation depuis la dernière année, pour voir justement, est-ce que c'est une violence qui arrive une fois comme ça dans un parcours, qui peut être parfois très long, hein, si les gens travaillent depuis 20 ans, s'ils étudient depuis 5 à 10 ans, mais on voulait voir si elle était fréquente, si elle était parfois même contemporaine. Et donc on a regardé toujours dans la dernière année, et on voit que à cet égard, une personne sur 4 a été victimisée dans la dernière année. Donc c'est pas des événements comme ça exceptionnels. Alors il y a une proportion non négligeable d'étudiants et étudiantes, enseignants, employés qui donc totalisent, hein, c'est quand on dit une personne sur 3, là ça totalise environ 3000 personnes qui ont répondu à notre sondage et qui ont vécu une situation de violence impliquant un ou des membres de la communauté universitaire. Donc simplement au regard de cette masse de gens-là, ça en fait un problème social important. Les différents types que l'on a mis sous forme de graphique pour illustrer donc qu'il y a quand même 63% des gens qui n'ont pas vécu une forme ou l'autre de violence à caractère sexuel en milieu universitaire. Mais ce qui nous intéresse, c'est qu'il y a donc non seulement une victimisation par rapport à une des 3 grandes catégories, mais il y a aussi une victimisation par cumul, on peut dire, donc puisqu'il y a une espèce de co-occurrence de différentes formes de violence, d'où la pertinence d'avoir une analyse féministe de la violence à caractère sexuel qui pense le continuum des violences, c'est-à-dire qui met sur un pôle différentes formes de violence, des commentaires offensants jusqu'aux tentatives de viol, bon, etc. On s'est évidemment intéressé au statut, hein, qui a subi ces gestes de violence. Donc une forte majorité des personnes qui ont répondu à notre enquête et qui ont subi ces violences-là étaient étudiantes, en l'occurrence étudiantes, mais étaient au premier cycle et dans une proportion très forte par rapport aux autres groupes sondés. Il y a des groupes sociaux qui sont plus susceptibles de vivre ces violences-là. Donc, effectivement, les femmes, ce qui concorde avec toutes les statistiques sur la violence à caractère sexuel, et aussi les personnes qui sont issues des minorités de genre, donc avec une forte prévalence à cet égard-là. Les personnes aussi issues de la diversité sexuelle, et celles qui ont déclaré vivre avec un handicap ou un problème de santé, il faudrait quand même regarder ce qui se passe du côté des étudiantes internationales inscrites qui viennent de l'étranger, par exemple, qui sont plus susceptibles de vivre dans des résidences.
Les diverses situations de VSMU le plus fréquemment rapportées surviennent dans le cadre des activités d'enseignement ou d'études. Donc, qu'on pense aux cours, aux travaux d'équipe, aux stages, toutes les rencontres relatives à la rédaction d'un mémoire, d'une thèse, mais aussi lors d'activités sociales ou festives. Donc cette réalité-là, elle met en lumière l'importance de considérer et de lutter contre les violences sexuelles commises par une autre personne de la communauté universitaire, peu importe que les événements se soient produits à l'intérieur ou à l'extérieur des murs de l'université. En ce qui concerne les personnes qui ont commis ces gestes, les statistiques que nous proposons révèlent que c'est plus souvent des étudiants qui ont commis ces gestes-là sur une autre étudiante, mais il y a une prévalence, une fréquence aussi quand même assez significative du côté des enseignants. Je ne m'attarde pas non plus sur les conséquences parfois désastreuses que ces violences-là ont à plusieurs niveaux dans la vie des victimes. D'autant plus qu'une manifestation donc particulièrement troublante concerne le fait qu'il n'y a pas de dévoilement, en fait, bien souvent. Et dans 85%, aucune dénonciation de l'acte n'a été faite aux instances de l'université, donc ça devrait interpeller les personnes décisionnaires dans ces canaux officiels. La culture du viol, c'est aussi une culture du silence. C'est clairement ce qu'on voit dans nos résultats de recherche. Et c'est une problématique qui est d'autant plus importante que, outre le fait qu'il y a une personne sur 3 qui a vécu une forme ou l'autre de violence à caractère sexuel en milieu universitaire, il y a aussi plus de 21% de notre échantillon qui a reçu les confidences d'une personne victime de violence par une autre personne de l'université. Des personnes qui ont été témoins. Donc ces personnes-là, cette question des témoins, cette question des personnes confidentes doit être prise en compte quand on fait des politiques et des plans de prévention pour les outiller de manière non seulement à en finir avec la culture du silence, mais aussi pour adopter des attitudes aidantes face aux victimes. Donc voilà, c'est une situation que nous mettons en lumière. Il y a lieu donc à cet égard d'adopter des politiques claires, robustes, des actions de sensibilisation, de formation qui seraient ciblées, qui vont toucher les différents groupes de la communauté universitaire. Et nous, dans notre rapport de recherche, on en fait une série de ces recommandations-là, non seulement parce qu'il y a dans nos résultats de recherche des constats qui ont été faits par les gens qui ont répondu au sondage, mais aussi parce qu'on a pris connaissance d'un ensemble de rapports et de recherches et d'enquêtes et de leurs propositions en termes de recommandations, de pistes d'action. Donc voilà, j'accueillerai vos questions le moment venu. Merci de votre attention. Merci, Madame Ritchie. Alors, je vous propose maintenant d'entendre Madame Sylvie Parent, qui à son tour va se présenter donc au Lutrin. Alors, Madame Parent s'intéresse à la violence vécue par les athlètes dans le contexte des sports. Au cours des dernières années, elle a effectué plusieurs travaux sur la question du harcèlement et des abus sexuels vécus par les athlètes. Ses recherches actuelles portent sur le développement d'outils afin de mieux cerner le phénomène de la violence envers les jeunes athlètes. Madame Parent a collaboré à titre de co-chercheur à l'enquête SIMU portant sur les violences sexuelles en milieu universitaire. Elle collabore régulièrement avec le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, avec Sport Québec, ainsi qu'avec les fédérations sportives sur le dossier de la protection des athlètes. Elle agit également comme consultante auprès de l'organisme SportAide, dont la mission est de promouvoir un milieu sportif sain, exempt de violence envers les athlètes. Le sujet de ma présentation, c'est un peu une facette méconnue, je dirais, de la violence en milieu universitaire. C'est celle que vivent les étudiants athlètes. Pourquoi s'attarder à un tel phénomène? Ça, c'est déjà la question que probablement vous vous posez.
Le sport, mais c'est souvent décrit comme étant une sphère particulière de vie, un milieu de vie avec ses propres règles, où il y a des comportements qui sont normalisés, tolérés, comme par exemple la violence sur le jeu, les initiations sportives dégradantes et humiliantes, ainsi que l'intimidation en contexte sportif. Donc ça, c'est des éléments qui malheureusement font partie de la réalité des sportifs. La prochaine acétate va vous présenter justement un portrait récent de la situation de la violence vécue par les athlètes en contexte sportif. Plus tôt cette année, on a eu la chance d'avoir le premier portrait de la violence vécue par les sportifs. Donc, on l'attendait depuis longtemps. C'est une étude qui a été faite aux Pays-Bas ainsi qu'en Belgique auprès de plus de 4000 adultes. Les participants ont été questionnés sur la violence qu'ils avaient vécue dans leur jeunesse, donc avant 18 ans, dans le contexte sportif. Les résultats sont assez frappants, pour ne pas faire de jeu de mots là-dessus non plus, mais ça démontre qu'il y a 11 % des athlètes qui ont vécu de la violence physique en contexte sportif, 38 % de la violence émotionnelle ou psychologique, si on préfère le terme, et 14 % de la violence sexuelle. De façon spécifique, les études qui ont porté sur la violence sexuelle rapportent des taux qui varient entre 2 et 50 %. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que ce n'est pas un facteur, mais une problématique qui est anodine. Même si souvent, c'est difficile de comparer ces études-là entre elles pour des raisons soit méthodologiques, soit opérationnelles. Donc, maintenant que ça s'est dressé, oui, ça a été chez les jeunes, c'est les adultes qu'on a questionnés sur le portrait de la violence qu'ils ont vécu étant jeunes. Mais qu'est-ce qu'on sait au niveau de la violence vécue par les athlètes en contexte universitaire? C'est une autre question que je vais essayer d'approfondir avec vous. Malheureusement, je ne sais pas si vous vous en doutez, mais on a très peu de données relativement à ce que vivent les athlètes sur ce plan-là. Donc, on a des études qui ont traité de la violence commise par des athlètes, mais on a très peu de choses sur la violence vécue par ces derniers. Donc, je vais vous présenter les rares études sur lesquelles j'ai pu mettre la main. Donc, dans une étude menée, par exemple, au Kenya, il y a eu 64,4 % des étudiants athlètes universitaires qui ont rapporté du harcèlement sexuel en contexte sportif. Et la majorité de ces victimisations-là étaient issues de spectateurs. Beaucoup de commentaires au niveau des spectateurs et de la violence qui provenait aussi des autres athlètes. Dans une autre étude menée en Afrique du Sud auprès d'étudiants athlètes universitaires masculins, cette fois-ci, la première était au niveau des athlètes féminines. Au niveau des athlètes masculins, 21 % de ces athlètes-là rapportent avoir vécu du harcèlement sexuel de la part de leur entraîneur. Donc, c'était une étude intéressante aussi dans le sens où, pour une fois aussi, on s'attardait à intégrer soit les hommes ou à les étudier eux-mêmes sur cette question-là spécifique. Et c'était 21 % au niveau de l'entraîneur seulement. Donc, on ne parlait pas de ce qui était vécu par rapport à la victimisation d'autres athlètes envers eux. Finalement, dans une étude menée aux États-Unis, les chercheurs rapportent que 6,9 % de leur échantillon d'hommes et de femmes athlètes universitaires ont vécu du harcèlement sexuel, de la violence sexuelle en milieu universitaire. Bien évidemment, ces chiffres-là peuvent nous amener différentes questions. C'est quoi le portrait au Québec? Parce que là, oui, c'est bien intéressant d'avoir des études en Afrique ou américaines ou aux États-Unis, mais c'est quoi le portrait ici? Donc, est-ce qu'il y a une variabilité culturelle? Probablement. Est-ce que les étudiants athlètes universitaires sont plus ou moins victimes que les autres étudiants? Donc, est-ce que le sport constitue un facteur de protection? Question que je vous lance. Existe-t-il des différences entre les genres versus la victimisation sexuelle vécue par les étudiants universitaires, les étudiants athlètes? Est-ce que les filles plus que les gars, etc.? Qui pose ce genre de geste en contexte sportif? Et une dernière question, dans quel contexte cela survient? Donc, on va essayer de répondre à ça ensemble. En fait, je vais essayer d'y répondre pour vous dans les prochaines acétates. La première question qu'on se pose, c'est si le sport constitue un facteur de protection. C'est une hypothèse qui avait été lancée par plusieurs chercheurs depuis déjà 2003. Et en 2008, des chercheurs ont essayé de tester cette hypothèse-là. Ce qui en était sorti, c'est que leurs résultats venaient confirmer cette hypothèse dans le fait que les athlètes universitaires, hommes et femmes, vivaient significativement moins de violences sexuelles que les autres non-athlètes. Donc, pour des raisons qu'on ne comprend pas encore très bien, le facteur sportif semble être un facteur de protection. Mais là, on a beaucoup encore d'études à faire pour comprendre les mécanismes qui expliquent ou qui sous-tendent ce phénomène-là. Sur le plan des différences liées au genre,
L'analyse de la littérature permet certains constats. Donc, on est quand même à l'aube là, dans cette question-là. Quand on regarde des échantillons qui ont été, des études qui ont été menées chez les jeunes sportifs, donc chez les mineurs, les filles, on sait qu'elles vivent significativement plus de violence en contexte sportif, tout auteur confondu. Donc, que ça provienne de l'entraîneur, d'autres athlètes, etc. Donc, de façon générale, les filles sportives en vivent plus que les garçons sportifs. Par contre, lorsqu'on considère l'entraîneur comme étant la personne qui pose le geste, cette différence-là disparaît. Et ça, c'est une étude qui a été faite par notre équipe ici au Québec chez des jeunes de 14 à 17 ans, et c'est une étude représentative. Donc, on n'a pas été capable de voir de différences significatives entre les gars et les filles sur l'abus sexuel d'un entraîneur. Quand on prend des étudiants athlètes universitaires, donc qu'est-ce qu'on sait par rapport aux différences de genre? Ce qu'on sait, c'est qu'en milieu universitaire, il n'y aurait pas de différence entre les athlètes hommes et femmes sur la victimisation sexuelle, tandis qu'on voit cette différence-là chez les non-athlètes. Donc, la différence, elle est présente chez les non-athlètes, mais lorsqu'on regarde l'échantillon de sportifs, il n'y a pas de différence significative. Toujours en milieu universitaire, des évidences montrent aussi que les étudiants athlètes masculins sont plus à risque d'agression sexuelle que les non-athlètes masculins. Donc, lorsqu'on regarde au niveau des études sur les hommes spécifiquement et l'agression sexuelle en milieu universitaire, ce qu'on ressent, c'est qu'il y a un facteur de risque lié au fait de pratiquer un sport dans les équipes universitaires. On ne comprend pas encore bien, comme je le dis, ces phénomènes-là. On peut donc difficilement, pour le moment, conclure hors de tout doute que les étudiantes athlètes universitaires sont plus victimes de harcèlement ou d'agression sexuelle que leurs collègues masculins. C'est un peu plus difficile à dire pour le moment. D'autres études sont vraiment nécessaires pour essayer de comprendre cette relative absence de différence-là au niveau des athlètes spécifiquement. Qui pose les gestes dans le contexte sportif? On a plusieurs évidences maintenant qui nous permettent de mieux comprendre qui pose les gestes de violence sexuelle auprès des athlètes. Les études montrent que les autres athlètes sont responsables dans la très grande majorité des cas d'actes de violence sexuelle posés à l'égard des athlètes. Donc, par exemple, Alexander, dans son étude menée en Grande-Bretagne, ont rapporté que 88 de la violence sexuelle provenait justement des pairs athlètes, donc des autres athlètes qui côtoient ces mêmes athlètes. Et le facteur entraîneur ou autre personne en position d'autorité était beaucoup, beaucoup plus faible dans cette répartition. Plusieurs études au départ qui se portaient sur l'entraîneur, donc la violence qui a été posée par l'entraîneur, mais au contraire de ce qu'on peut penser, de plus en plus d'évidences montrent que ce n'est pas le cas, c'est vraiment plus les athlètes qui posent ces gestes-là. Sachant tout ça, dans quel contexte ça survient? Bon, mais sachant que les autres athlètes sont les principaux agresseurs, les initiations sportives constituent au sens de plusieurs auteurs un contexte de vulnérabilité aux violences sexuelles pour les étudiants athlètes. Ces initiations peuvent prendre la forme d'actes violents perpétrés envers les recrues, donc par les vétérans, pour ceux qui connaissent le principe d'initiation en sport. Et ces recrues-là doivent, dans ce contexte, se soumettre à diverses activités afin de marquer leur appartenance à l'équipe. Ça, c'est un des contextes dans lesquels peuvent potentiellement survenir ces agressions sexuelles. La relation entraîneur-athlète, bien sûr, plusieurs études qui ont été menées sur la question et ça permet de vraiment confirmer que les athlètes vivent de la violence sexuelle de la part de l'entraîneur, même si ce n'est pas l'agresseur principal. Au niveau du type de sport, mais dans quel sport ça se produit le plus? Donc, les auteurs se sont posé la question et une étude a tenté une réponse. Donc, ce qu'on a trouvé, c'est qu'il ne semblait pas avoir de différence entre les types de sports, et ce, pour les athlètes féminines. Donc, on n'a pas d'autres études qui se sont penchées sur la question, à savoir si les athlètes masculins, par exemple, est-ce qu'il y avait des différences entre les types de sports. Au niveau du niveau sportif, est-ce que les athlètes d'élite en vivent plus que les athlètes de niveau plus, je dirais, récréatif ou de moindre niveau? Il semble que les sportives universitaires qui évoluent en haut niveau vivent significativement plus de harcèlement sexuel que les athlètes qui ont des niveaux de compétition plus faibles. Maintenant, comme vous pouvez le constater depuis le début de la présentation, la question de la violence sexuelle vécue par les étudiants athlètes universitaires reste très peu étudiée jusqu'à maintenant. Les études disponibles nous permettent toutefois d'avancer des hypothèses pouvant expliquer la présence d'un tel phénomène. Donc, la prochaine acétate va essayer de vous dresser un peu un portrait des différents facteurs possibles pouvant servir à l'analyse de cette problématique.
Donc, un des premiers facteurs possiblement à être associé au risque de victimisation chez les athlètes, c'est la victimisation antérieure. Donc, on sait que le fait d'avoir été victime peut nous mettre plus à risque pour des victimisations ultérieures. Donc, les athlètes ne sont pas à l'abri non plus de ça. Par contre, il n'y a aucune étude en sport qui nous a permis de faire ce lien-là entre des victimisations antérieures et la victimisation en sport. Donc, on peut anticiper que c'est un facteur potentiel, mais on ne peut pas l'appuyer de façon catégorique. Un autre facteur qui est important à considérer, c'est la présence d'initiations sportives, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc, les étudiants athlètes seraient possiblement fortement à risque dans cette première partie de l'année-là où se déroulent les initiations. Ensuite, la consommation d'alcool. Ça a été documenté comme étant un facteur de risque important de la violence sur les milieux, dans les campus universitaires. Ce qui est aussi intéressant, c'est que les athlètes, étudiants athlètes, sont un des groupes qui est le plus à risque de consommation excessive d'alcool. Donc, si on combine ces facteurs-là, on a un cocktail assez explosif, si je peux me permettre l'expression. Il existe également en sport des relations de pouvoir, comme vous pouvez le constater, des relations de pouvoir qui sont souvent asymétriques, qu'on parle des relations entraîneur-athlète ou qu'on parle des relations vétérans-recrues. Donc, ces situations ou ces différences de pouvoir-là peuvent engendrer des situations de vulnérabilité pour les étudiants athlètes. Ensuite, on a tout ce qui est lié à la normalisation, à la tolérance de la violence en milieu sportif. C'est également vrai pour la violence sexuelle. Par exemple, on a aussi, dans la littérature, vu que toutes les activités reliées aux initiations sportives étaient extrêmement normalisées par les recrues qui vivent ces initiations-là. Donc, même si les gestes posés constituent des actes de violence et même des actes criminels. Certaines études ont également démontré que les étudiants athlètes universitaires étaient surreprésentés dans les cas d'agression sexuelle sur les campus universitaires et qu'ils adhèrent aussi plus fortement aux mythes entourant l'agression sexuelle. Donc, la participation sportive constituerait donc un prédicteur de la coercition sexuelle via l'adhésion au mythe d'agression sexuelle. Un dernier facteur possible est la proximité entre les athlètes. Évidemment, qu'on pense aux vestiaires, qu'on pense aux voyages d'équipe, qu'on pense aux sessions multiples d'entraînement, aux fêtes d'équipe, aux logements qu'ils partagent souvent. Donc, les athlètes sont en grande proximité, soit avec l'entraîneur ou même avec les autres athlètes, bien évidemment. Alors, si on combine l'ensemble de ces facteurs-là, il peut être aisé de croire que les athlètes sont aussi susceptibles de vivre de l'agression sexuelle et du harcèlement sexuel en contexte sportif. De par la proximité avec les autres athlètes, qui constituent eux-mêmes un groupe à risque de poser ces gestes de violence, et de par les situations dans lesquelles ils évoluent, les situations de pouvoir, les événements, les initiations, etc. Il me semblait aussi nécessaire de suggérer certaines pistes d'action afin de prévenir la violence envers les athlètes, mais aussi celles commises par les athlètes. Parce que ça, c'est un peu deux éléments qui sont importants à considérer. En effet, si je me concentre premièrement tout d'abord sur la violence sexuelle envers les athlètes, il y a des évidences qui ont montré qu'il y a des facteurs qui étaient vraiment déterminants par rapport à la mise en place de mesures de prévention du harcèlement et des abus sexuels envers les athlètes en contexte sportif. Premièrement, il y a l'éducation et la formation des gestionnaires sportifs ou des gestionnaires de programmes sportifs, comme par exemple le Rouge et Or. Donc, ça, c'était nécessaire. Fournir un leadership des instances décisionnelles dans le dossier. Donc, il y a une volonté politique derrière ou une volonté organisationnelle. Offrir un support aux organisations sportives pour mettre en place des mesures. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que si ces facteurs-là étaient présents, ça venait faciliter ou influencer positivement la mise en place de mesures par la suite qui peuvent être de divers ordres, que ce soit de la prévention ou de l'intervention. Ces recommandations, à mon sens, peuvent être également applicables au milieu universitaire. Pour ce qui est de la prévention de la violence sexuelle commises par des athlètes, il y a des programmes de prévention qui ont été destinés, qui sont destinés aux athlètes spécifiquement, surtout aux États-Unis. Donc, ces programmes-là touchaient justement aux mythes reliés à l'agression sexuelle, à l'empathie, au développement d'empathie, au développement aussi de l'intervention chez les témoins. Donc, d'autres ont proposé aussi des programmes de formation des entraîneurs pour qu'ils soient des agents de socialisation positifs au niveau des athlètes. Banyard aussi, je termine là-dessus pour la partie prévention, il souligne que les programmes doivent aussi s'adresser aux hommes comme
potentiels agresseurs, ce que je viens de vous présenter, mais aussi aux hommes comme potentielles victimes. Donc, de ne pas oublier non plus, surtout étant donné qu'on n'a pas, c'est pas catégorique le fait que les hommes en vivent moins que les femmes. Donc, on n'oublie pas aussi qu'il y a ces victimes-là. Finalement, les défis pour la recherche, comme vous voyez, on possède très peu d'études sur le sujet, donc ça nous prend un portrait québécois. On n'a aucune étude québécoise publiée jusqu'à maintenant qui a porté sur le sujet, mais SIMU devrait nous donner des pistes là-dessus bientôt. Et il faudrait voir aussi si les données obtenues en Europe, en Asie, pas en Asie, mais en Afrique et aux États-Unis seront similaires ici au Québec. Donc, le facteur culturel est à considérer. Et finalement, je crois que ce serait intéressant d'analyser les croyances des étudiants athlètes, hommes et femmes, relativement aux mythes relatifs à l'agression sexuelle. Merci beaucoup, Mme Parent. Merci. Pour terminer cette première ronde, on écoute Mme Josée Laprade, qui est de formation conseillère d'orientation, qui a été longtemps en direction de ressources humaines et qui est directrice du Centre de prévention et d'intervention en matière de harcèlement de l'Université Laval depuis 2012. Elle représente l'université au comité provincial de la campagne contre la violence à caractère sexuel qui s'appelle « Sans oui, c'est non », campagne qui a vu le jour en mars 2016. Elle a aussi fait partie du groupe de travail sur les politiques et procédures en matière de harcèlement sexuel et de violence sexuelle qui a été mandaté par le Bureau de coopération interne universitaire afin de produire le rapport intitulé « Le harcèlement et les violences à caractère sexuel dans le milieu universitaire », un rapport rendu public tout récemment le 14 octobre dernier. Tout harcèlement sexuel, toute agression sexuelle, toute inconduite de nature sexuelle, c'est un problème de société. Hein? On l'a vu tantôt, c'est pas seulement propre au milieu universitaire, c'est au niveau de la société en général. Et puis, malheureusement, les étudiantes de l'Université Laval ont été la cible cet automne de ces inconduites-là. Alors, c'est bien malheureux, puis c'est une des raisons pourquoi il est si important d'agir pour contrer ces violences à caractère sexuel-là qui sont inacceptables dans notre société et aussi ici à l'université. Que ce soit des propos misogynes, il ne faut pas banaliser non plus les propos misogynes, les propos sexistes, le harcèlement sexuel, les agressions sexuelles, tout ce qui est discrimination basée sur le sexe. Okay? Ça n'a pas de raison d'être nulle part et ça n'a pas de raison d'être ici à l'université. Mais par contre, c'est pas quelque chose qui est facile à changer. Ça, on en parle de changement, piste de solution depuis tantôt. On parle d'une culture, hein? C'est des croyances, c'est profond ces choses-là. Et puis, ça va prendre du temps, ça va prendre de l'énergie et ça va prendre énormément de volonté pour pouvoir en venir à bout. Par contre, moi, ce que je constate de mon point de vue comme praticienne dans ce milieu-là, c'est qu'il y a quand même des signes encourageants. Je vois des mobilisations qui sont en train de se créer. Je vois des actions concrètes aussi. Je vois des signes encourageants qui me permettent de croire que, finalement, on va peut-être vraiment accélérer le pas dans ce combat-là. Je suis directrice du Centre de prévention et d'intervention en matière de harcèlement. Puis dans le cadre de mes fonctions, j'accompagne des victimes qui vivent des inconduites à caractère sexuel, du harcèlement, des agressions sexuelles, harcèlement psychologique aussi, mais je vais vous parler ce soir plus spécifiquement au niveau du harcèlement sexuel et inconduite sexuelle. Et puis, je les accompagne, je leur propose de l'aide qui peuvent être ici à l'université ou ailleurs. J'ai soutien aussi dans le processus de plainte. Et je peux vous dire que c'est quelque chose qui est vraiment très difficile pour ces personnes-là qu'elles vivent. Moi, je peux vous le dire, je les accompagne de façon régulière. J'agis aussi comme au Centre de prévention d'intervention en matière de harcèlement au niveau de la prévention. Par exemple, lorsqu'il y a des activités à risque, on parle des activités d'intégration qui ont lieu. Avec d'autres partenaires de l'université, on travaille sur des activités de prévention pour faire en sorte qu'il y en ait le moins possible de ces activités-là, de ces inconduites-là. Donc, comme vous voyez, il y a encore du chemin à faire.
Je travaille aussi à faire des formations, puis des ateliers de sensibilisation, des formations aussi pour que les personnes soient plus à même de comprendre c'est quoi des violences à caractère sexuel et comment on peut les éviter. Je suis représentante aussi de la campagne Sans oui, c'est non, qui est une super belle campagne qui est provinciale. Je suis la représentante au sein du comité provincial. Je vais vous en parler plus longuement tantôt. Dans le cadre de cette campagne-là, on organise plusieurs activités de prévention, des initiatives souvent qui nous sont proposées par les étudiants. On me demande ce soir de venir vous parler de pistes de solutions et d'initiatives en matière de prévention des agressions sexuelles ou pour contrer les agressions sexuelles et toutes formes de violence à caractère sexuel. Je vous dirais que, comme je vous ai dit tantôt, on est comme dans une période charnière actuellement, où est-ce qu'on sent qu'il y a beaucoup de mouvements qui se passent, beaucoup d'énergie, et en même temps, on sent énormément le travail qui reste à faire. Il y a beaucoup de travail qui reste à faire, et puis, en particulier au niveau de la prévention. Ce soir, je vais vous parler, là, je vous mentionne qu'il y a 3 grands axes quand on parle de prévention, quand on parle de contrer les violences à caractère sexuel, il y a 3 grands axes: la prévention, l'intervention, le cadre réglementaire. Donc, moi, ce soir, je vais vous parler davantage de la prévention et de l'intervention. Le cadre réglementaire, il faut savoir, par contre, c'est un axe très, très, très important. Parce que les universités, s'ils veulent faire une bonne lutte contre les violences à caractère sexuel, ça doit être soutenu par des politiques, des règlements qui sont vraiment efficaces dans le domaine. Ce que je vais vous parler ce soir, c'est largement inspiré du rapport qui s'appelle « Le harcèlement et les violences à caractère sexuel dans le milieu universitaire » que j'ai participé à titre de secrétaire de ce comité-là. C'est un rapport qui a été rendu public le 14 octobre 2016. Sur ce comité-là, il y a plusieurs personnes qui ont participé. C'est des praticiens comme moi dans différentes universités au Québec qui se sont unis pendant 1 an et demi pour faire finalement le topo de ce qui se passait de mieux, des meilleures pratiques ici au Québec, au Canada, aux États-Unis et ailleurs dans le monde au niveau de toute initiative finalement pour contrer les violences à caractère sexuel. Donc, ce rapport-là a été commandé par le Conseil d'administration du Bureau de coopération interuniversitaire en 2015. Donc, en 2015, les universités se sont unies et étaient préoccupées aussi à ce moment-là de la problématique des violences à caractère sexuel en milieu universitaire pour toutes sortes de raisons, comme les statistiques qu'on a présentées. Et puis, c'est ça, suite à différentes validations, il a été autorisé le 14 octobre 2016. Donc, la prévention, c'est quoi? C'est toute action qu'on peut faire qu'on peut mettre de l'avant pour éviter que les violences à caractère sexuel aient lieu. Donc, la première chose qu'il faut savoir, c'est que la participation touche la prévention touche tous les membres de la société, tous les membres de l'université. Donc, ça touche tout le monde. C'est pas une personne seule, c'est pas la direction seule, c'est pas les étudiants seuls, ça touche tout le monde. Ça prend une grande mobilisation. Alors, ça prend premièrement un engagement de la direction de l'université, un engagement ferme de vouloir contrer les violences à caractère sexuel. Ça prend aussi l'engagement des leaders étudiants. Okay? Les leaders étudiants, on parle ici à l'Université Laval, le CADEL, l'Allier. Donc, il faut que ces 3 entités-là, l'institution, la CADEL et l'Allier, s'unissent pour dire qu'est-ce qu'on fait ensemble, comment qu'on s'entend ensemble pour régler les violences à caractère sexuel à l'université. C'est un petit peu l'idée de base qui a fait le Sans oui, c'est non. Le Sans oui, c'est non, c'est 16 institutions et 22 associations étudiantes qui ont décidé de travailler ensemble, d'unir leurs forces, leurs idées pour
mettre de l'avant des actions concrètes en prévention. Donc, ça, c'est la base. C'est vraiment essentiel. Puis on ne peut pas le faire, on ne peut pas faire une prévention efficace si on n'a pas les joueurs autant institutionnels que des leaders étudiants qui se mettent ensemble. Deuxièmement, ça prend aussi des lieux de discussion communs. Donc, il faut être capable de dire, OK, dans le cadre d'un comité, il ne faut pas juste s'entendre, il faut les prendre ensemble, ces décisions-là. Puis, il faut trouver des moyens qui sont adaptés aux étudiants, adaptés à leur situation, adaptés à leurs valeurs, adaptés à leurs contraintes et à leur contexte. Donc, ça aussi, c'est pour ça que ça ne se fait pas dans un bureau, mais ça se fait ça se fait ensemble. Un autre volet qui est important, OK, c'est d'impliquer les employés qui sont en contact avec les étudiants. Donc, les employés, quand on parle des employés qui sont en contact avec les étudiants, c'est autant les professeurs, les chargés de cours, les auxiliaires d'enseignement ou de recherche, les conseillers et agents d'études, les coordonnateurs de stage, les secrétaires, psychologues. Toutes ces personnes-là doivent être sensibilisées sur les violences à caractère sexuel. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent en être des témoins. Ils peuvent être des confidents. Ils peuvent être des premiers répondants aussi. Parce qu'on ne sait pas quand la personne décide d'en parler. On sait que la majorité des personnes, on l'a vu dans les études, ne dénoncent pas. Mais ils en parlent, par exemple, à des personnes qui sont des proches, avec qui ils sont en confiance. Donc, nous, en université, on doit former ces personnes-là pour qu'ils soient, premièrement, capables de reconnaître les violences à caractère sexuel, qu'ils connaissent c'est quoi le consentement, et puis aussi qu'il y ait des attitudes aidantes dans ces attitudes-là, et non avoir des réflexes qui sont issus un peu de mythes associés à la culture du viol. On veut pas, on en parle beaucoup de la culture du viol, mais c'est très surnois dans nos façons de penser, et sans le vouloir, des fois, on peut en être, on peut l'exprimer, là. Donc, comme prévention, je vous dirais que ces éléments-là, au départ, c'est tout. Ça prend la mobilisation de tous. Par la suite, il faut mettre de l'avant des pratiques qui sont reconnues. Qu'est-ce que c'est des pratiques reconnues? Vous allez voir, moi, je vous invite à aller dans le rapport parce que je vous en donne là en résumé. Mais les campagnes de sensibilisation, c'est un très bon moyen. OK, c'est pas l'unique moyen, il faut que ce soit plusieurs moyens. Les campagnes de sensibilisation, comme le sans oui, c'est non, c'est une pratique reconnue. Pourquoi? Parce qu'on en parle. Plus qu'on va en parler des violences à caractère sexuel, plus qu'on va pouvoir les combattre. Donc, on donne aussi de l'information. On va voir plusieurs personnes. On a des discussions à ce sujet-là et il faut continuer à en avoir. Il faut en avoir aussi à répétition. Il faut faire de la formation de la communauté universitaire, je vous en ai parlé tantôt, ce que je ne vous ai pas mentionné aussi dans la liste des personnes qui sont à être formées, mais c'est toutes les personnes aussi, tous les étudiants. Alors, les étudiants, quand ils sont à l'entrée, normalement, ils devraient avoir une période de sensibilisation, au moins pour savoir un petit peu c'est quoi des violences à caractère sexuel, c'est quoi les ressources qu'il y a à l'université pour les aider dans ces moments-là. Donc, si un jour ils en sont victimes. Donc, puis aussi, faut travailler, comme on s'était dit, sur les associations étudiantes aussi qui doivent être formées. On doit former aussi les responsables des départements des sports. Ça, c'est vraiment un élément important aussi en sensibilisation. Les premières lignes, le personnel des résidences aussi, c'est important. On l'a vu là, dans ces situations-là, il faut être formé. Et je dois dire que dans le personnel de résidence actuellement, il y a beaucoup de personnes qui sont formées sur les violences à caractère sexuel à l'Université Laval. Donc, la direction aussi doit être formée. On doit être à l'aise avec les violences à caractère sexuel. Fait que la formation, sensibilisation, c'est vraiment une clé essentielle. Troisième élément, réduire les facteurs de risque. On les connaît, les facteurs de risque. Hein? On sait que dans les périodes d'initiation, il y a énormément de risques d'abus sexuels, d'inconduite sexuelle,
peut-être pas d'agression tout le temps, mais du moins du harcèlement, de l'inconduite sexuelle, il y en a. Il y a tous les événements où est-ce qu'il y a consommation d'alcool, les substances illicites. Ça aussi, c'est des situations à risque. Il y a des zones à risque sur le campus. Il y a des zones où est-ce qu'il y a moins d'éclairage, où est-ce qu'on sent que peut-être que la sécurité est moins présente, qu'il y a moins de caméras. Donc, il faut être vigilant par rapport à ces facteurs de risque-là. Il y a un autre facteur aussi qu'il faut être vigilant, c'est sur la relation de direction entre étudiants de 2e, 3e cycle et professeurs. Donc, on doit travailler, il faut les connaître, ces zones de risque-là. Il faut travailler pour les réduire, les facteurs de risque. Alors, je m'arrête là-dessus, sur les éléments de prévention, puis je vais vous parler un petit peu de la campagne Sans oui, c'est non. Là, c'est le visuel de l'Université Laval, la campagne Sans oui, c'est non. Comme je vous ai dit tantôt, 16 universités et 23 associations font partie de cette campagne-là provinciale. Puis c'est très vivant. Il y a une réunion à tous les 2 mois où est-ce qu'on discute ensemble de moyens, justement, qui peuvent être mis de l'avant et qui peuvent être appliqués dans toutes les universités au Québec. Donc, puis dans cette campagne-là, ce que ça nous permet aussi, c'est de partager notre matériel. Bien sûr, il y a des universités qui sont plus avancées que d'autres. Il y a des universités qui ont des centres, comme ici à l'Université Laval, le CPIMH, l'Université de Montréal aussi. Il y a quelques universités qui ont des personnes vraiment qui sont dédiées, mais c'est pas l'ensemble des universités. Il y en a plusieurs plus petites que finalement, ils n'ont pas d'instance qui s'occupe de ce volet-là. Donc, ce qu'on fait dans la campagne Sans oui, c'est non, c'est qu'on met notre matériel en commun, on met notre expertise en commun, on met nos bons coups en commun, on met nos mauvais coups en commun aussi, puis on essaie de s'entraider pour justement faire en sorte que l'ensemble des universités au Québec puissent progresser dans ce domaine-là. Quand il y a des interventions, il faut être centré sur la victime. Quand une violence à caractère sexuel survient, c'est important d'être centré puis penser à la victime. Il faut offrir une variété de services parce que les victimes ont de multiples besoins. Donc, il faut être capable de répondre à cette variété de besoins-là. Il faut faire connaître les ressources d'aide qui sont disponibles ici à l'université. Il faut avoir une attitude aidante, ça je vous en ai mentionné tantôt, puis il faut prévoir une démarche informelle. En plus du processus de plainte. Donc, il faut que ce soit clair que ce n'est pas nécessaire de déposer une plainte pour avoir de l'aide. Il faut être assuré faut assurer la confidentialité aussi, puis il faut soutenir par des mesures d'accommodement scolaire. Donc, quand les étudiants vivent une violence à caractère sexuel, souvent, ils ont des besoins d'aide au niveau scolaire. Il faut être capable d'y répondre. Donc, pour conclure, moi, ce que je constate, c'est qu'il y a quand même plusieurs recommandations qui sont dans le rapport, qui sont présentement en application dans les universités à niveau variable. Par contre, il reste beaucoup de choses à venir. Il y a beaucoup qui reste à faire, en particulier, comme je vous ai dit, en prévention. La ministre David a annoncé d'ailleurs qu'il y aurait une vaste consultation à l'ensemble du Québec dans le milieu universitaire et collégial concernant les moyens de mettre à l'avant pour contrer les violences à caractère sexuel dans le but d'élaborer et de fixer des normes nationales. Moi, ce que je trouve, c'est très, très encourageant comme de voir qu'il y a des choses, il va y avoir une volonté gouvernementale et une volonté aussi institutionnelle. On le voit très bien. Puis, on voit également, la campagne Sans oui, c'est non a quand même vient d'être assurée au niveau de son financement pour 5 ans. Donc, on a assuré le financement de la campagne Sans oui, c'est non. La campagne Sans oui, c'est non qui était sur des initiatives bénévoles. Maintenant, on a un employé et des personnes qui soutiennent la campagne Sans oui, c'est non. Et quand même, on peut penser un peu plus à long terme. Merci, Madame Laprade. Le consentement est un élément essentiel, évidemment, à l'infraction d'agression sexuelle. C'est toute la question de savoir
est-ce que la victime consentait dans la campagne sans oui, c'est non? Tout porte sur le consentement. Dans quel contexte est-il donné? Ce consentement donné au début d'une rencontre ou au début d'une activité à caractère sexuel peut se transformer en un non-consentement. Donc, quel est le rôle de l'autre personne pour être à l'écoute de ce consentement-là? Est-il là ou n'est-il pas là? Et comment le consentement s'est-il manifesté? Donc, est-ce que la victime doit absolument se débattre? Doit-elle se sauver? Comment doit-elle manifester son oui? On le dit sans oui, c'est non, mais comment manifester ce oui? Le consentement peut ne pas être manifesté, mais peut venir du comportement de la victime qui ne se sauve pas, mais qui n'a pas dit oui clairement. Donc, et ça veut donc dire qu'il faut que l'autre partie soit à l'écoute. Oui, oui. Mais voyez que ça laisse une zone assez floue pour que les avocats de la défense s'y précipitent et en jouent avec succès. Et c'est toute la question de la crédibilité. Oui. Est-ce qu'elle l'a manifesté? Quel était son comportement? Et donc, là, toutes les questions sur, ah oui, comment était-elle habillée? Ah, qu'est-ce qu'ils ont fait avant? Ah oui, elle a continué. Ah, elle l'a revu, comme Nagomeshi. Oui. Elle l'a revu la semaine d'après. Elle l'a suivi dans sa chambre, elle avait bu autant que lui. Est-ce que ça, c'est pas du consentement? Oui. Comment elle est habillée, comment elle l'a suivi, elle l'a vu après. Donc... Parce que vous disiez, dans les éléments de solution, peut-être une sorte de tribunal différent. Qu'est-ce que ça veut dire? De justice, un système, apparemment, et on l'a vu avec Val d'Or et avec la décision du directeur des poursuites pénales et criminelles de ne pas poursuivre parce qu'il n'y avait pas assez de preuves au terme actuel de la loi pour poursuivre les policiers de Val d'Or. Alors, est-ce qu'on peut penser à un système différent qui demanderait un autre type de preuves dans les cas de violence sexuelle? Est-ce que c'est imaginable avec le système de loi? Moi, je ne peux pas y penser dans la mesure où il y a des principes qui sont dans le système de justice, qui sont dans la Constitution. Je pense à la présomption d'innocence, qui sont essentiels dans un système de justice, et je pense à ce droit à une défense pleine et entière. Quand j'ai parlé d'un tribunal spécialisé, un tribunal criminel spécialisé avec des juges qui sont spécialisés en matière de violence et d'agression sexuelle, ça veut donc dire que ce sont des juges qui sont à l'écoute, qui sont formés. Qui décodent mieux les situations. Oui, et on n'aurait pas des commentaires comme on a déjà eu par certains juges très récemment. Encore récemment en Alberta. Dans l'Ouest canadien, mais madame, pourquoi vous n'avez pas gardé vos jambes fermées? On n'aurait pas ce genre de commentaires-là. Donc, mais mon commentaire était dans le système actuel. Oui, oui. Évidemment, certaines personnes pourront vous parler d'autres formes de justice, une forme de justice en dehors de la justice étatique. On pense à des cercles de guérison, par exemple. Oui. Sortir du système qu'on appelle justice transformatrice. Mais oui. Ça, est-ce que ça fonctionne dans un cas de justice transformatrice où il faut que l'auteur des gestes reconnaisse sa faute pour que les deux parties puissent s'asseoir et qu'il y ait un processus de transformation, de guérison? Ça fait partie d'une défense pleine et entière. C'est un des principes de la justice pénale. Notre droit pénal est d'origine britannique. Peut-être que la solution n'est même pas dans un système criminel. Certaines féministes canadiennes-anglaises disent « Regardez l'argent qu'on a mis pour former tous les intervenants. Regardez l'argent qu'on a mis. On a dit ça prend des plus grandes peines, plus d'incarcération. Regardez combien ça nous coûte mettre ces hommes-là en prison. » Ça n'a pas l'air que ça donne grand-chose. Donc, peut-être qu'on met nos efforts à mauvaise place et peut-être que nos efforts devraient être mis ailleurs. Le problème du consentement ne dispose pas de la question des violences sexuelles. Il faut se demander dans quelles conditions sociales ce consentement il est exercé. C'est pas si compliqué de penser en termes de consentement enthousiaste. Ça laisse pas beaucoup de zones grises, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Quand on est éduqué à cet effet-là, de demander à sa partenaire de manière répétée, créative, ludique, érotique, de valider qu'il y a un consentement de part et d'autre enthousiaste. Fait que
moi, je pense que la question du consentement, elle est importante, mais elle ne dispose pas du problème. D'autre part, pour ce qui est du système judiciaire, pour ce qui est des programmes de prévention en milieu institutionnel, on voit bien qu'il y a 95%, disons en moyenne, de victimes d'agressions à caractère sexuel qui ne dénoncent pas leur agresseur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a un sentiment de méfiance aiguë vis-à-vis des institutions, vis-à-vis de l'institution juridique, du système judiciaire dans son entièreté, pour un ensemble de raisons, et un sentiment de méfiance important vis-à-vis des institutions universitaires. Alors, est-ce que, oui, ça veut dire qu'il faut réformer ces pratiques-là? Il faut, pour ça, il faut penser, comme disent les Anglais, think outside the box. Il faut être créative. Par exemple, en milieu universitaire, si on continue de faire les mêmes affaires, parce que c'est pas un problème nouveau, là, la problématique dont on parle aujourd'hui. Moi, j'ai regardé la mobilisation féministe à cet égard-là, notamment à l'UQAM. Depuis les années 90, on dit les mêmes affaires qu'on dit aujourd'hui. Donc, si les autorités s'en saisissent à l'heure actuelle, c'est parce qu'il y a une mobilisation féministe qui s'est traduite dans l'espace public et dans l'espace médiatique. C'est pas parce que le problème vient juste d'émerger. Donc là, il faut aussi recadrer les choses. Et si on se contente d'aller dans les approches traditionnelles et d'essayer d'améliorer un petit peu ce qui se fait du point de vue du droit, moi, je suis très pessimiste qu'on règle le problème et qu'on vienne à éradiquer la violence. Alors, par exemple, on pourrait en discuter ça longuement, mais il faut multiplier, ça a été dit, c'est fait dans certaines universités, il faut multiplier les façons de signaler la violence sexuelle, les comportements problématiques. Il faut permettre le signalement anonyme. Et il faut informer les gens que ça ne veut pas forcément dire qu'on fait une plainte formelle. Oui. On signale de manière anonyme et on monte un dossier sur les gens. Oui. On compile ces informations-là. C'est tout à fait possible, il y a des gens qui le font. Au niveau du droit, moi, je suis super intéressée par ce projet de justice, de tribunaux spécialisés. Moi, j'ai travaillé sur la question du génocide des Tutsis au Rwanda. Ils se sont rapidement aperçus à un moment donné que le système judiciaire était engorgé. Ils sont allés puiser dans leur histoire. Les féministes ont toutes sortes d'idées parce qu'elles se mobilisent là-dessus depuis les années 70. Il y a toutes sortes d'idées qui viennent de ces savoirs-là. Et c'est ça qu'il faut remettre de l'avant. Les victimes, oui, plusieurs n'ont pas confiance en le système, mais je vous dirais, moi, pour avoir rencontré les victimes, souvent, les personnes ne veulent pas en parler aussi, pas parce qu'ils n'ont pas confiance, parce qu'ils veulent mettre leur énergie à se reconstruire par rapport à ça. Et c'est ça, leur énergie est mobilisée alentour de ça. Et tant qu'on va avoir une mentalité la seule façon de le mentionner à l'institution, c'est de déposer une plainte, on passe à côté. Il faut que les personnes disent « je vais voir des ressources de façon confidentielle ou anonyme, par de l'aide anonyme ou par caviardage, par exemple, où est-ce que la personne va chercher son aide, est capable d'échanger ou de partager ce qu'elle a vécu avec une personne qui est compétente. Oui. C'est là qu'il faut aller. Et si tranquillement, on peut rebâtir la personne et qu'elle a suffisamment confiance, et après ça, pour l'accompagner dans un processus de plainte, bien tant mieux si on a pu créer cette confiance-là. Mais en premier, il faut prendre soin de notre victime. Quand on dit centré sur la personne. Il faut être centré sur la personne, sur ses besoins à elle. Et son besoin, c'est peut-être pas déposer une plainte. Tout à fait. Donc, il y a plusieurs formes d'accompagnement. Vous parliez d'accompagnement juridique, Mme Langevin, puisque dans certains cas, on sent qu'il y avait un mauvais accompagnement. Mais vous parlez d'un accompagnement qui peut même être informel, qui peut s'exprimer de toutes sortes de façons. Oui, puis il faut avoir des ressources dans les institutions qui sont spécialisées dans ce domaine-là. Et les personnes doivent avoir accès à ces ressources-là. Et s'ils veulent garder leur anonymat, oui, il y a des façons. Il faut avoir juste l'énergie, penser à ces façons-là qu'on peut l'offrir. C'est un terme qui est mal compris. Oui. Hein, parce qu'on parle de culture du viol, les gens, quand ils ne s'informent pas de ce que ça veut dire, ils se font une visualisation de ce que c'est la culture du viol. Ils pensent qu'il y a une culture que tout le monde pense à violer, ou que tout le monde se pense violé, ou tout est un viol, quand c'est pas ça, la culture du viol. La culture du viol, c'est d'avoir des attitudes blâmantes, où est-ce qu'on accuse, ou on ne croit pas la victime. C'est ça. Je pense que le terme
moi, je pense qu'on devrait plus parler de croyances, de mythes associés aux violences à caractère sexuel. Puis on parle de la même chose quand on parle de ça, sauf qu'on ne se confronte pas à une interprétation des gens. Oui, oui. Qui peut rebuter, oui. Qu'est-ce que vous en dites, Mme Langevin? Il me semble que le refus ou la difficulté ou la gêne que cause ce terme-là, il me semble que c'est un signe de la banalisation de la violence faite aux femmes. Un signe de déni? Oui, la violence, elle est systémique, elle est là, mais on la voit pas. Elle est banalisée ou normalisée ou naturelle, entre guillemets. Et il me semble que cette gêne ou même ce refus, je pense à certains commentaires que j'ai pu entendre sur certains postes de radio, que même les commentaires eux-mêmes étaient même eux-mêmes violents vis-à-vis ce terme-là. C'est parce que la violence, elle est acceptée, banalisée. Madame Ritchie? Oui. En fait, moi, c'est le sujet de ma thèse qui avance pas beaucoup, mais qui est là pareil. Récemment, je me suis... En fait, moi, c'est rigolo parce que c'est rigolo. Je veux dire, j'avais pas... quand j'ai commencé à m'intéresser à cette question-là, de la notion de culture du viol et tout, au début, j'ai vu qu'il y avait des contre-discours, mais bon, quand j'ai commencé à m'y intéresser, il n'y a personne qui en parlait, puis je me demandais pourquoi personne en parlait. Pas dans le monde francophone, mais dans le monde anglophone, aux États-Unis, au Canada anglais. Ça fait longtemps. C'est répandu depuis longtemps. C'est ça, donc c'était une de mes questions de recherche, c'est de savoir comment ça qu'au Québec ou dans le monde francophone, on ne s'est pas saisi de cette notion-là. Bon, là, c'est fait. Et du coup, après, on a réalisé que ça faisait très peur. Et en fait, je crois qu'il y a une des dimensions, parce que si je souscris à ce qui a été dit par Mme Laprade, la notion de culture du viol, c'est quand même beaucoup plus large que cette problématique de blâmer les victimes, là. Ça, ça a vraiment été développé, cette notion-là, pour caractériser un environnement social, médiatique, juridique, politique, qui est artistique, etc., qui va banaliser, qui va normaliser et qui va aussi érotiser dans une certaine mesure, et dès lors perpétuer les violences sexuelles en véhiculant des discours, des comportements sexistes, misogynes, ou qui sont associés à certains types de masculinité, par exemple. Et ce que ça nous dit, et c'est ce que j'ai répondu à Mme Lisanne Gagnon de la Presse récemment, dans un article, je fais de l'autoplogue, mais ça répondra mieux que ce que je vais faire maintenant, c'est un article que j'ai écrit pour Ricochet, c'est que c'est une convocation. Et c'est ça c'est là où le bas blesse. C'est une convocation à regarder toujours le contexte très large dans lequel s'exercent les violences sexuelles. Au-delà de la relation interpersonnelle, mon Dieu, il y a vraiment tout un ensemble de paramètres qui président à ces violences-là. Il y a tout ce qu'on qualifie de partie immergée de l'iceberg, pour faire image, et il y a cette convocation à se regarder soi aussi. Donc, non seulement la société dans laquelle on vit, et non, on n'est pas en Afghanistan ici, mais il y a une très forte prévalence des violences à caractère sexuel. Donc, il faut s'intéresser à savoir pourquoi et comment le régler. Et c'est une convocation à se demander comment, moi, est-ce que je contribue à la perpétuation, à la reproduction de cette culture-là. Comment est-ce que quand je ris d'une blague de blonde, je suis partie prenante de la reproduction sociale de cette culture qu'on appelle du viol. On peut l'appeler idéologie du viol. On peut l'appeler de multiples manières, mais c'est vraiment ça qu'il faut retenir et ce pourquoi elle peut être utile, cette notion-là, à mon avis. C'est très provocateur et pour les individus, hommes ou femmes d'ailleurs, parce qu'il y a une image de la masculinité, mais aussi là-dedans une image de la féminité qu'on accepte ou pas, ou dont on est complice ou pas, comme individu, mais comme société, plus collectivement, on est forcé de se définir et ça explique pourquoi, je pense, plusieurs personnes sont réticentes à accepter le concept. Et c'est aussi de regarder comment on a intériorisé l'oppression. C'est une dimension super importante de la notion de culture du viol, qui n'est pas non plus un concept nouveau. Tout ce dont on parle là, il y a des théoriciennes féministes des années 70 qui les ont consignés dans des articles fondamentaux qui sont toujours utiles. C'est vraiment l'idée du contrôle social qui est exercée par la violence et c'est cette intériorisation de l'oppression. Mais c'est pas vraiment tendance à l'heure actuelle de penser qu'on est aliéné. On est beaucoup plus encline à
disons, se penser comme des êtres libres et qui dominent les situations, avec du pouvoir, etc. Ouais. Libre arbitre, oui. et puis des alors il y a une forme d'intériorisation de l'oppression, des rapports de pouvoir, de la discrimination qu'on voit dans les rapports de sexe, qu'on voit dans les rapports liés à la race, à la classe. On intériorise le message dans lequel on est socialisé depuis le in utero, en fait. Oui. En fait, le terme culture du viol, comme le terme féminisme, fait peur pour des raisons un peu connexes. C'est une bonne observation. L'idée très simple de sanctions contre les agresseurs qui dépassent un cadre judiciaire, mais qui, par exemple, en milieu universitaire, mérite d'être adressée puisqu'elle est constamment invisibilisée. S'il y a un sentiment de méfiance, c'est parce qu'on sait que si on porte plainte, ça ne donnera rien. Le prof agresseur, celui qui fait des remarques sur le corps et la sexualité de ses étudiantes, celui qui leur dit entre quatre murs dans son bureau qu'elles sentent bon, qu'elles ont des beaux yeux et qui pense que c'est complètement anodin mais qui ignore la portée de ses propos, qui ignore le vécu de l'étudiante, elles savent très bien que ça va se perpétuer. Elles ont le sentiment que ça va se perpétuer ad vitam aeternam. Bon. Après, il y a des actes plus, disons, plus graves sur les échelles X et Y et qui sont commis en toute impunité. Donc, si on ne décide pas d'avoir des politiques qui sont robustes et qui pensent en termes de sanctions, c'est pas possible qu'un prof il soit mis en congé maladie et sans que la victime soit informée d'ailleurs. Et qu'on croit que ça va régler le problème. Oui. C'est pas possible. Mais vous disiez tout à l'heure que pour qu'il y ait, par exemple, et c'est ce qui a été fait au Rwanda, ou par les commissions Vérité et Réconciliation en Afrique du Sud, au Rwanda, tout ça, au Canada, il fallait qu'il y ait une admission des faits par les deux parties, qu'il y ait admission de l'agression ou de la torture au Rwanda. Bon, alors, comment, cette étape-là, comment peut-on l'imaginer en contexte universitaire? Je pense qu'il faut regarder ça de manière spécifique. Parce qu'on parle souvent de gestes qui se sont posés dans le privé, sans témoin. Oui, c'est ça. Mais si on compte sur la bonne foi des agresseurs, on ne va pas avancer beaucoup. Hein. Si je peux me permettre, moi, le centre que je dirige, il y a un règlement pour prévenir et contrer le harcèlement avec un processus de plainte. J'ai eu des dossiers de harcèlement sexuel, puis que ça touchait, ça peut toucher un étudiant, ça peut toucher un professeur, mise en cause, ça peut toucher différentes personnes, ça peut être toucher un maître de stage et tout ça. Dans les dossiers que j'ai eus, il y a eu des sanctions. Est-ce que vous dire qu'ils sont pas nécessairement de faire se rencontrer les deux personnes? La justice, non. La victime ne le souhaite pas. Okay. C'est du harcèlement sexuel entre un collègue. C'est déjà arrivé dans certains contextes où est-ce que c'est des blagues à connotation sexuelle, où est-ce que la relation n'est pas brisée. Il y a encore une relation de confiance. J'ai fait des conciliations dans ce milieu-là, dans ce domaine-là, et ça a fonctionné. Donc, des formes de médiation peuvent fonctionner parfois. Ça, c'est quand on n'est pas dans des situations d'agression. On est là dans des situations plus d'harcèlement, plus léger. Dans des cas où est-ce que j'ai eu des cas où est-ce qu'il y a eu des situations qui étaient plus graves. Il y a eu des plaintes de déposer et je ne peux pas vous en dire davantage. C'est des dossiers confidentiels. Vous pourrez lire mon rapport annuel qui est public. Il y a eu des sanctions qui ont été imposées. Les preuves ne sont pas évidentes parce que quand ça se passe dans un rapport intime où est-ce qu'il n'y a pas de témoin, il n'y a pas d'écrit, c'est la parole d'un contre la parole de l'autre. Puis ça, je comprends les personnes. Qu'est-ce que tu veux faire dans un processus de plainte? Mais quand on a des preuves, on peut faire quelque chose. Et si la personne veut faire le processus, il faut le faciliter. Il faut avoir des règlements vraiment là, qui nous facilitent là, justement. On met pas ça. On fait pas un comité disciplinaire où est-ce qu'il y a 5-6 personnes devant toi puis il faut que tu dises exactement ce qui s'est passé. Puis tu peux te faire questionner par ton agresseur. Ça, c'est pas adapté dans des situations comme ça. Il faut avoir des processus qui sont adaptés selon la situation, comme par exemple un enquêteur qui rencontre les personnes individuellement, étrange et prend une décision. Donc, mais on a du chemin à faire là aussi. Madame Parent, oui, Madame Langevin. Je vous laisse peut-être ajouter qu'en matière de réparation, en matière de sanctions, très souvent les victimes
aimerait avoir une lettre d'excuse sincère, parce que ça a un effet thérapeutique. Il y a des études aussi qui démontrent, pour les victimes qui sont capables de le faire, le processus pénal a un effet thérapeutique, évidemment, en supposant qu'il y aura condamnation, comme un processus civil, intenter un recours civil pour aller chercher une forme d'indemnisation. Il y a un effet thérapeutique dans le processus civil, c'est-à-dire où le juge reconnaît qu'il y a eu un comportement inacceptable, qu'il y a eu un préjudice et que l'auteur du préjudice doit compenser la victime. Donc, on peut voir là un côté thérapeutique. C'est l'enjeu de la reconnaissance, je crois. La reconnaissance, qui est crucial. Oui. Oui, au-delà de l'agresseur par la société, quoi. C'est fondamental. Et bien souvent, les structures, les canaux institutionnels posent problème à ces victimes-là, de ce point de vue-là, de la reconnaissance, pour des questions de difficulté, là, le one-on-one, bon, tout ça. Mais il y a d'autres possibilités et il faut vraiment s'interroger par rapport à ça, là, sur comment on va favoriser cette reconnaissance-là. Et des pistes d'intervention, en tout cas nous, dans l'équipe SIMU, une pratique qu'on va recommander, en fait, c'est parce qu'on a constaté que beaucoup de gens dans notre enquête et dans les enquêtes faites ailleurs ne seraient pas à l'aise de fréquenter une ressource d'aide intra-campus, à l'intérieur des murs, dans l'enceinte de l'université. Donc, nous, ce qu'on recommande, c'est qu'il y ait la création de structures à l'extérieur, soit qu'on va faire des protocoles dans des ententes avec certains organismes. Par exemple, les CALAX, les centres d'aide et de lutte à caractère sexuel, sur le dos desquels, incluant l'État, on se décharge. Mais dans certains CALAX, il faut savoir qu'il y a 1 an et demi d'attente. Oui. Donc, c'est complètement aberrant qu'on donne des listes de ressources aux étudiantes qui viennent nous voir, que quand on fait des présentations, on nomme différents organismes, mais qu'en même temps, il y a un sous-financement. Donc, est-ce que c'est une bonne idée d'envoyer les gens dans les CALAX? Dans certains, si vous voulez, nous, on recommande si les universités ont les moyens financiers et techniques d'offrir les ressources à l'intérieur des campus ou tout près, est-ce que c'est pas une bonne idée d'investir dans les universités elles-mêmes sur des ressources? Je pense que, comme je dis, c'est toujours à de multiples niveaux. Oui. Je crois qu'il faut bonifier, il faut retravailler les structures institutionnelles, mais il faut aussi renforcer les structures communautaires existantes dans certains centres urbains, dans certaines régions. À Montréal, nous, on va recommander qu'il y ait la création d'un centre de type CALAX qui soit créé, une structure qui aurait pour vocation justement de soutenir, d'aider et de faire de la sensibilisation à l'extérieur des campus sur cette problématique pour la population spécifique. Universitaire. Précisément. Oui, pour toute personne qui travaillerait ou qui étudierait à l'université. J'aimerais, Mme Parent, revenir sur quelque chose. Vous le disiez, il y a quand même des facteurs de risque et les athlètes en ont certains, peut-être, qui les distinguent un peu des autres étudiants. La proximité, l'entraînement, créé par l'entraînement, des circonstances spéciales, mais il y a aussi souvent, lors de ces événements-là, de l'alcool, comme pour les autres étudiants ou d'autres drogues, une banalisation de la violence. Il y a une culture de la violence dans le sport qui est admise, qui est assez banalisée. Sur plusieurs plans. On l'a vu avec le dossier des commotions cérébrales, là, qui sont encore niées par certaines. Psychologique liée à l'entraînement de la force mentale. Et vous disiez, il y a des relations de pouvoir asymétriques. Oui. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'études qu'on a qui sont liées aux athlètes mineurs. Donc là, la situation d'autorité est encore ou entre entraîneurs et jeunes, entraîneurs et jeunes, là, il y a tout ça. Donc, on assiste même à de la normalisation de relations sexuelles entre les entraîneurs et les athlètes mineurs. Donc, on a des taux de 1,2 % chez les jeunes Québécois par année qui ont des relations sexuelles perçues consentantes avec leur entraîneur. Oui, mais vous doutez là aussi du consentement réel. Bien, les jeunes, quand on leur pose la question, j'ai fait exprès pour mettre dans la question relation consentante avec
les personnes suivantes et dont l'entraîneur était indiqué. Donc, c'est vraiment qu'elles sont perçues comme étant consentantes, mais on sait très bien, en fonction du consentement, de l'âge de consentement légal, que ça ne tient pas du tout la route. Il y a des entraîneurs aussi qui sont mineurs, mais qui ont des relations justement avec leurs athlètes, mais ils sont en position d'autorité. Donc, le consentement peut pas du tout non plus être invoqué. Les athlètes vétérans versus les athlètes recrues, il y a toute une dimension de « moi, j'ai pédalé quand j'ai commencé, ben c'est à toi de payer maintenant ». Donc, c'est eux qui ont le plus de pouvoir aussi dans l'équipe et tout et tout. Il y a des entraîneurs qui assistent aux initiations dans certains cas, donc qui valident ou qui... Par leur présence, leur silence. Oui. Exactement, qui cautionnent ça. Il y a tout aussi la question du pouvoir lié aux gestionnaires en place, donc les décisions qui vont être prises quand viennent à leurs oreilles des plaintes. Donc, est-ce que toujours on va justement mettre ces gens-là à la porte ou on va dire qu'il y a d'autres raisons nébuleuses comme des raisons familiales, par exemple? Oui. Donc, on va invoquer autre chose et on ne parlera jamais ou très rarement du problème réellement. Parlons de cette étude. Moi, j'avais compris qu'elle avait été faite auprès d'étudiants universitaires, mais elle a été faite, une étude disant que 33% des répondants hommes iraient jusqu'à l'agression s'ils étaient sûrs qu'il n'y aurait aucune conséquence, de l'absence de conséquences. C'est ça. Alors, il y en a eu plusieurs comme ça. Il y en a eu plusieurs comme ça. Depuis les années 90, il y en a eu plusieurs. C'est des constats un peu terrifiants, je crois, que révèlent ces études-là, parce que ça met en échec, en fait, tout le travail d'éducation qu'on peut faire. C'est ce que je dis souvent à propos des agressions qui sont commises en milieu militant progressiste. Ah oui. C'est des jeunes qui sont formés, qui ont parfois eu des cours en études féministes, des gens que j'ai eus, moi, dans mes cours, dans les cours que je donne, qui connaissent très bien la théorie des rapports de sexe, qui sont très au fait, justement, de ces questions-là, de pouvoir, les rapports de pouvoir et tout ça, et qui, malgré tout, ont des comportements violents et dominants. Donc, ça nous confronte beaucoup. Et les biologistes vous diraient que c'est la biologie? Voilà. Donc, la tendance, il y a une tendance qui persiste et qui est très dommageable de mon point de vue de sociologue, et j'imagine que je ne suis pas la seule à penser comme ça, qui est à la pathologisation de la violence, à la psychologisation et donc à l'individualisation du problème de la violence. C'est tout à fait néfaste de penser dans ces termes-là parce que ça occulte toute la dimension collective, ça occulte toute la question aussi de la dimension matérielle de la violence. Quel intérêt les personnes ont à commettre des actes de violence? Par rapport aux formes sexualisées de violence, dont il est question ici, c'est d'abord et avant tout une question de pouvoir. C'est pour ça que les définitions, elles mettent toujours l'accent là-dessus, parce qu'à cause de la terminologie, on dirait qu'on met l'accent sur la sexualité. C'est pas la sexualité qui est le cœur du problème ici. Qui est le moteur de l'agression? Non, c'est le rapport de pouvoir. Et la violence, elle prend différentes formes. Elle prend une forme sexualisée, qui est celle dont on parle quand on dit des violences à caractère sexuel. On essaie de mettre à distance la sexualité, justement pour bien faire comprendre que c'est une situation de violence. Et de pathologiser ça, d'en faire une maladie, de penser en termes d'épidémie ou quoi, c'est vraiment mettre le tapis là, sur le rapport de pouvoir. Les rapports de pouvoir, dont on pourrait parler très longuement, mais qui sont pas biologiques, ils sont des faits de culture, c'est pas des faits de nature. Je pense sincèrement que les personnes qui commettent des agressions sexuelles, ils le savent. Hein? C'est pas une question de ils savent pas, puis c'est une question d'éducation sur c'est quoi le consentement. Là. Par contre, la personne qui fait des blagues à connotation sexuelle, qui a des comportements sexistes, peut-être que là, l'éducation, c'est important parce qu'elle ne se rend pas compte peut-être tout le temps de l'ampleur du système qu'elle encourage par ces petits comportements qu'elle juge anodins. Ça, cette éducation-là est importante. Puis quand on parle de sensibilisation, c'est pas juste la sensibilisation sur l'agression sexuelle en tant que telle, le viol qui est en haut de la pyramide, c'est sur tous ces petits construits-là qui font en sorte que tu viens soutenir ça. Donc là, c'est sur ça qu'il faut faire de la sensibilisation. Et de là,
là, du fait que plus de personnes vont être conscientes de ça, vont se dissocier de ces croyances-là, vont pouvoir intervenir aussi, parce qu'on parle de formation des témoins, d'intervention des témoins, comment on intervient dans ces situations-là. Quand on voit une violence à caractère sexuel, quelqu'un qui abuse d'une personne qui a peut-être pris un peu trop d'alcool, comment au lieu de se fermer les yeux, on agit parce qu'on est conscientisé que oui, c'est mon rôle aussi à moi. Oui. Donc, il faut travailler là-dessus. Il faut travailler aussi sur les femmes, aussi sur l'affirmation de soi. Donc, ça aussi, il y a un gros travail à faire par rapport à ça. Parce que c'est ça, il y a des choses qui ne sont pas acceptables, il faut être capable de le dire, mais pas travailler seulement sur ça. Est-ce qu'en parlant de solutions, est-ce qu'il ne faudrait pas ramener, et beaucoup de gens le disent en éducation ces temps-ci, les cours d'éducation sexuelle à l'école, mais au sens très large, où on aborderait aussi les stéréotypes, les relations de pouvoir, les enjeux plus profonds là, derrière, les mécanismes même de la sexualité? Est-ce qu'on pourrait créer de futures générations de jeunes Québécois et Québécoises mieux, plus affûtés, plus conscients de ce qu'ils font? Est-ce que c'est un des éléments de solution qu'on devrait ramener? C'est sûr que quand on parle d'un problème social par rapport aux violences à caractère sexuel qui concernent tout le monde, moi, quand je parle même à la petite enfance, quand le petit garçon et la petite fille, la façon, tu sais, par exemple, d'aller chercher, juste de ne pas respecter la notion de consentement quand il va chercher un jouet, est-ce que tu lui as demandé? Est-ce qu'elle voulait? Au lieu de lui arriver puis prendre le jouet et dire « Ah, mon Dieu, il est combatif, mon enfant, il est allé chercher, il est fort. » Tu sais, on encourage ça. Puis ça, ben, c'est le consentement, ça commence jeune. Mais justement, parce que si on commence dès la petite enfance à éclaircir les choses, peut-être quand on arrive à l'université à 20 ou 22 ans, ou même 18 ans, on a déjà plein de croyances. On a beaucoup de rattrapage à faire. Mais moi, je pense que c'est comme dans la lignée de ce que je disais précédemment, c'est pas de se limiter à des cours d'éducation sexuelle. Non. Il faudrait créer des cours d'éducation à l'égalité. Et ça concernerait l'égalité entre les genres et ça concernerait l'égalité entre les races, entre guillemets. Ça concernerait toutes les formes d'égalité pour travailler sur ces rapports de pouvoir et en même temps travailler sur la question de l'empathie. Ouais. C'est-à-dire de se mettre à la place de l'autre, de savoir que la blague que tu fais, elle a un impact, elle a des effets qui sont au-delà de ton intention. Et cette idée, elle est fondamentale, c'est-à-dire demande-toi toujours l'impact de tes paroles, de tes gestes sur ton interlocutrice, sur la personne qui t'entend. Oui. Quel impact ça a? Peu importe l'intention initiale. Aux États-Unis, c'est ça. On n'est plus justement à la maternelle de se dire « mais j'ai pas fait exprès ». Oui, mais là, c'est ça, là. Tu es imputable. Oui, oui. Qu'as-tu dit? Avec quel effet? C'est ça. Mais ça, je peux faire du pouce là-dessus aussi. Peut-être dans le contexte sportif, on a vraiment toute une dimension liée au toucher. Et suite à, justement, des travaux sur l'abus sexuel, le harcèlement, depuis les années 90 en sport, on a eu un genre de backlash qui fait en sorte que les gens ne veulent plus toucher les jeunes du tout dans le contexte sportif. Donc, on a un no-touch policy. Et là, ça vient faire complètement le contraire dans le sens où c'est bon le toucher, c'est une bonne chose, l'humain en a besoin. Donc, quand moi je parle aux étudiants, futurs entraîneurs, je leur dis continuez à le faire, mais tout est dans l'art de voir quels sont les genres de toucher qui sont acceptables, quels qui ne le sont pas, et vraiment observer la réaction des gens qui sont devant vous. Si je m'approche très, très près et que la personne se recule, bien, je comprends que je suis dans sa bulle, je suis trop près. Donc, seulement des petits cues comme ça qui... Et ça va dans le sens de l'empathie, de l'écoute de l'autre. Exactement. L'écoute est à l'écoute des signaux verbaux, non-verbaux de la personne. Donc, ça, pour moi, je leur enseigne ça, puis ils disent, bien, c'est pas compliqué. Bien, non, c'est pas compliqué. Non. C'est ça, c'est pas de... Et il y a des gens qui vont jusqu'à, dans des organisations sportives, mettre le corps d'une personne comme ça en image et décomposer le corps comme une pièce de viande en disant, vous pouvez toucher ici, ici, ici et là. C'est une solution un peu mécanique. Donc, exactement. Ouais. Il y a des entraîneurs qui touchent avec les pads de notes. Et il y en a qui, pour de la sécurité, vont même jusqu'à ne pas toucher. Mais dans le sport, recevoir quelqu'un qui tombe des barres asymétriques, mais ça prend un toucher, là, je veux dire.
c'est un non-sens. Mais on peut apprendre d'autres façons de faire. Moi, je donne cet exemple-là. Quand on a eu la grippe H1N1, on a toutes et tous appris à tousser dans notre coude. Enfin, moi, perso, j'avais jamais fait ça de ma vie. C'est bon, j'ai appris vite, quoi. Alors, c'est un exemple parmi tant d'autres de façon de redécouvrir comment se communiquer et comment se comporter. Comment se reconditionner. Parce qu'on parle de conditionnement. C'est pas compliqué, on avait tout appris comme ça. Ben là, on le fait autrement, on le fait comme ça. Bon, de la même manière, avant de toucher, je dis à mes collègues profs, avant d'y aller en tapotant l'épaule de ton étudiante, juste comme... réfléchis 2 secondes et après, à un moment donné, ça va devenir une seconde nature. Et même là-dedans, il y a toute une question au niveau de la perception des athlètes. C'est comme ils ont questionné les athlètes sur qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et ce qui est sorti, c'est une dimension du contexte du timing, l'âge de la personne. Donc, il faut être conscient aussi, puis c'est une qualité qui est à développer justement chez les intervenants ou les gens qui travaillent avec une clientèle, d'être conscient qu'il y a une somme de facteurs qui vont influencer justement le malaise ou pas. Fait que c'est comme une intelligence émotionnelle là, d'être capable de savoir ça. Parfait. Est-ce qu'on a besoin d'une autre consultation publique? Parce que vous venez d'énumérer énormément de solutions à l'intérieur du monde universitaire, mais même au-delà. La dimension de la société elle-même ou de l'éducation. Est-ce qu'on a besoin d'une autre consultation publique comme celle que la ministre David veut convoquer pour continuer d'alimenter, si l'enjeu de la consultation, c'est d'aller chercher des éléments de solution? Est-ce qu'on n'est pas prêt à passer à l'action? La consultation demandée par la ministre David se limite aux institutions collégiales et universitaires. D'ailleurs, on est en train de travailler à ce sujet-là. Ça va sortir dans les prochains jours. Là. Mais vous avez déjà fait beaucoup de travail avec le Bureau de coopération interuniversitaire. Oui, mais il va y avoir, au-delà de ça, une consultation dans l'ensemble des institutions. La ministre David a demandé aux institutions de le faire. Donc, ça, c'est... Mais quand on parle du problème, on va beaucoup plus large. Là, quand on dit que c'est un problème social, c'est juste une petite partie, les institutions collégiales et universitaires. Il faudrait que ce soit plus large que ça, moi, à mon avis. Ma réponse n'engage que moi. Je n'engage pas mon équipe là-dedans. Il y a toujours une grande partie de ces commissions-là qui est de l'ordre des relations publiques. Donc oui, on s'y engage, on répond aux attentes, on va répondre aux questions, on va donner notre apport à ces consultations-là, mais il faut en avoir des attentes modérées à mon avis. Parce qu'on veut passer à l'action. Mais l'information, elle est là. L'information est là. Madame Langevin. On n'a pas encore parlé, ou en tout cas pas de façon directe, de l'hypersexualisation de la société qui se manifeste sur le corps des femmes et des petites filles. Qui contribue à tout ça, évidemment. Parfait. Merci. Madame Parent, est-ce que vous vouliez ajouter un dernier mot? Ça va. Alors, écoutez, merci beaucoup à vous 4. Merci. Je pense qu'on peut applaudir nos invités très généreuses. Merci.